Vous connaissez sûrement Simon Duguay via ses vidéos sur sa chaîne YouTube qui porte son nom, et aussi peut-être via les vidéos qu'il a pu réaliser pour différentes marques. J'étais très heureux de recevoir Simon pour connaître son parcours, son histoire, ses méthodes, comment est-ce qu'il voit l'avenir du running, l'avenir du sport. Nous avons discuté de plein de sujets différents très passionnants. J'étais très content de recevoir Simon dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Simon Duguay. Simon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce que je te connais depuis quelques temps maintenant sur les réseaux grâce à ta chaîne YouTube qui porte ton nom. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos, donc c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. C'est pas souvent que je reçois des gens que j'ai autant regardé, écouté. Vraiment grand plaisir. Comment vas-tu ? Bah, ça va super bien. Bah, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Moi, je t'avoue que j'ai découvert le podcast quand mais c'était à l'époque où tu faisais des lives. Je sais pas si tu continues toujours à faire des lives en direct c'est pour ça aussi que je t'ai demandé en amont de l'interview s'il y avait aussi, en plus du son, l'image, parce que moi, je t'avais découvert avec Vincent Gaudin, qui est un très bon copain, et j'avais regardé le live en direct, je me souviens. Et enfin, je te connaissais un petit peu avant, mais c'était la première fois où j'avais vraiment regardé en détail ce que tu faisais. Donc, voilà, depuis, il y a pas mal de notre côté, chacun de notre côté, on a pas mal avancé, et c'est super, super cool de pouvoir discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai que j'avais reçu Vincent, c'était un très bel épisode encore avec Vincent Gaudin, j'avais beaucoup apprécié. Café Trailer n'existe plus maintenant, je l'ai arrêté depuis là on enregistre, on est le 25 janvier et j'ai arrêté début janvier, D'accord. parce qu'il faut bien sélectionner tous les projets et toutes les choses et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps chaque mercredi. Ça a duré 1 an et demi quand même, hein. Ah, mine de rien. Et puis, Heu avec un fort taux d'engagement, tu avais quand même des invités de haute renommée. Donc c'est que ça prouve aussi que ça avait bien fonctionné. C'est ça, ouais. En fait, vraiment l'idée, le principe de cette émission, c'était de rendre des personnalités accessibles à tous, avec les spectateurs qui pouvaient leur poser des questions en direct, des choses qu'ils oseraient peut-être pas forcément faire en présentiel ou qu'ils n'auraient pas forcément accès à toutes ces personnalités. Et le concept avait pas mal plu, donc très content de cette expérience et de cette épreuve qui était c'était vraiment une épreuve au début, hein, de faire du live comme ça avec ces personnalités. Ouais, très cool, très belle expérience. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, tu l'as dit, Simon Duguay, je suis on va dire que quand je me présente, j'ai généralement tendance à dire que j'ai 3 casquettes, aujourd'hui. Je suis arrivé dans le milieu de l'outdoor par le journalisme, purement et simplement. Donc j'ai été journaliste dans ce milieu-là, pendant presque 2 ans, à temps plein, et je faisais que ça. Donc j'écrivais principalement. Aujourd'hui, mon profil a évolué parce que on va dire que la chose qui me prend le plus de temps dans mon quotidien, c'est mon métier de vidéaste. J'ai une société de production audiovisuelle, donc je travaille avec toutes les grandes marques, les événements, les athlètes de ce milieu-là, principalement quand même dans le trail running aujourd'hui, même si en étant fan d'outdoor au sens large et passionné de montagne, je touche un petit peu aussi à d'autres sports. Ensuite, tu me présentais en introduction, comme tu disais que tu avais regardé et tu suis un peu ce que je fais sur YouTube. Ça, c'est ma 3e casquette, donc la casquette journaliste, la casquette plutôt, on va dire, producteur, et puis la casquette YouTube, où là effectivement, j'ai développé du contenu un peu plus personnel sur YouTube. Au départ, c'est un peu arrivé avec la tendance Zinzin Reporter, pour ceux qui connaissent. Je m'étais fait influencer à l'époque par Zinzin et par Vincent aussi, hein, dont on parlait juste avant. Et donc le but au départ, c'était vraiment simplement de partager un petit peu mes aventures. Et de fil en aiguille, j'ai un peu développé la chaîne, et je suis allé sur des choses assez différentes. On pourra en reparler si tu veux, mais voilà, j'ai un peu aujourd'hui 3 casquettes. C'est ça qui rythme mon quotidien. Zinzin et Vincent, nos pères à tous. Effectivement, je pense qu'ils ont inspiré quand même beaucoup de monde, hein, dans ce milieu-là. Ça c'est clair. Ouais, c'est incroyable le nombre de personnes je sais pas si non, si Vincent était là, il y avait eu un événement YouTuber Runners Day à Paris, et puis il y avait
Lily Cornerose. Je sais pas si tu connais, Non, ça pour le coup, j'avoue ne pas connaître. heu, qui avait fait un petit tour, de table en demandant à chacun, depuis combien de temps est-ce qu'il était là et qui est-ce qui les avait inspirés à commencer en fait leur chaîne YouTube. Et alors il y avait Bruno Poulnard qui était là aussi, qui lui, pour le coup, était là depuis très longtemps aussi sur le milieu du Ouais. YouTube, mais sinon il y avait beaucoup à parler de Zinzin et Vincent aussi. Bah, Mmh. en fait, bon, Zinzin, qui est donc derrière Zinzin, c'est Denis Clerc, hein, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer assez rapidement et maintenant, je le connais bien. C'est quelqu'un, c'est aussi un ami parce qu'on était un peu dans la même région à un moment. Mes parents habitent au nord de Montpellier, au pied du Pic Saint-Loup, là où lui aussi habite, et donc on a eu l'occasion de se rencontrer pas mal sur les courses, etc. Et puis après, de fil en aiguille, lui aussi est journaliste de formation. Donc, on a aussi eu ce point commun avec Denis, et puis on a pu nouer des relations comme ça. Avec Vincent, c'était un petit peu pareil au départ aussi. On a échangé pas mal sur les réseaux avant de se connaître réellement, et puis aujourd'hui, on est devenus très très amis. Donc voilà, comme quoi il y a aussi des belles histoires comme ça qui se font grâce à l'ère du digital. Et puis nous, on est tous les deux, on est des purs produits de ça, hein, et je trouve que c'est super intéressant de voir que ça va au-delà du purement digital, et que un jour ça arrive aussi dans la vie réelle. Ouais, c'est vraiment ça fait beaucoup de fois que je le dis là sur le podcast, mais j'ai vrillé complètement à ce sujet-là, sur le sujet du digital. Il y a une époque, j'ai cru que le digital allait vraiment remplacer le contact humain et en fait le covid, et le confinement m'a fait complètement vriller à ce niveau-là. Je suis persuadé maintenant que rien ne remplace, les rencontres, réelles et les échanges en physique avec les gens. Et rien ne remplace ça. Et comment s'est passée toi ta rencontre avec Vincent? Parce que c'est avec Vincent que tu as commencé un peu cette aventure digitale si Tout je à me fait. trompe pas? Tout à fait. En fait, j'étais dans une période, peut-être ça me permet de revenir un petit peu peut-être sur mon parcours. Donc moi, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait Sciences Po à l'origine pour faire du journalisme. Quand je suis rentré à Sciences Po, c'était vraiment vers la carrière de journaliste que je voulais me diriger. Finalement, à Sciences Po, bah, c'est des formations relativement larges et assez généralistes. Puis je me suis intéressé à plein d'autres choses. Je suis toujours intéressé par plein d'autres choses. Mais le fait est que je me suis détourné cette première ambition, et pour aller vers des choses complètement différentes. Donc j'ai eu d'autres vies avant celle que j'ai aujourd'hui. Et puis par contre, la passion de la montagne, elle a toujours été là chez moi, parce que j'ai fait pas mal de montagne avec mes parents quand j'étais plus jeune. On faisait énormément de randonnées. J'avais aussi des grands-parents qui étaient passionnés de montagne, et donc en fait j'ai toujours eu cette passion de la montagne. Et à un moment, un tournant dans ma vie où j'ai voulu vraiment changer de vie, de carrière. C'était le fil rouge, ça a été cette passion pour la montagne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à énormément consommer de contenu autour de tout ça, et notamment du trail. Et c'est là que je suis tombé sur ce que faisait Vincent. J'ai tout de suite beaucoup aimé un peu le ton décalé qu'il avait, et puis son approche globale, sa vision globale, ses connaissances aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, dans le milieu a le plus d'historique, j'ai envie de dire, le plus d'expérience. Il a fait énormément de choses, énormément de voyages, il a vu beaucoup de choses. Donc j'ai tout de suite vachement accroché avec lui, avec son contenu d'abord, et puis après on a discuté un petit peu directement via les réseaux. Une relation amicale s'est nouée comme ça, et puis c'est de fil en aiguille, on en est arrivé à travailler ensemble parce que ça a été simplement naturel. On a compris qu'on pouvait collaborer de façon intéressante ensemble, et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, vraiment au départ, de simples discussions sur les réseaux sociaux, et puis ça s'est approfondi au fur et à mesure. Donc toi, tu faisais des piges pour des journaux, suite à tes études de Sciences Po et puis au bout d'un moment, tu t'es dit: «Je vais me spécialiser sur la montagne et sur l'outdoor», c'est ça, Alors en fait, ton parcours? en sortant de Sciences Po, j'ai fait complètement autre chose. Je travaille au ministère de la Défense, donc tu vois, c'est très très différent de ce que je fais aujourd'hui. Et puis après, donc j'ai quitté ce milieu-là. Et quand j'ai quitté le milieu pour diverses raisons, à la fois personnelles, à la fois professionnelles, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je savais que j'avais cette passion pour la montagne, et c'était vers là que je voulais aller. Et je me suis posé la question, comment en fait je peux arriver dans ce milieu-là de la façon la plus simple, avec le profil que j'ai, avec mes connaissances actuelles.
En fait, la solution la plus évidente, c'était celle du journalisme, parce que j'avais un petit peu un background avec Sciences Po, j'avais quelques capacités pour écrire, pour rédiger, pour aussi essayer de comprendre. J'aimais bien cet exercice de l'interview que toi, tu connais bien aussi maintenant. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais essayer de me tourner vers le journalisme dans ce milieu-là. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité de travailler pour un média, outside.fr, et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré en fait le milieu. J'ai tout de suite en fait été embauché par un média avant même de devoir aller chercher, faire des piges, etc. Donc ça m'a quand même offert une belle opportunité aussi de m'intégrer dans le milieu, de me faire un réseau, de découvrir plein de choses. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé au départ. En parallèle de ça, j'avais déjà commencé à travailler avec Vincent. Alors là, c'était beaucoup plus sur de la partie matérielle, du test produit, ce genre de choses, mais ça m'a aussi ouvert l'esprit, fait faire d'autres rencontres aussi. Donc c'était super intéressant de faire ça un peu en parallèle, mais c'était purement pour le plaisir, hein, plutôt que je faisais ça. Et donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le milieu. Mmh. Et alors, qu'est-ce que à Sciences Po on apprend et comment est-ce que enfin, comment est-ce que Sciences Po t'a aidé, dans ton travail d'aujourd'hui de journaliste? Enfin, même si maintenant tu le disais, Ouais, tu es plutôt plus vidéaste tout à fait, que journaliste, mais bon, tu continues à faire des petites interviews, aussi, on pourra en reparler de celles que tu as fait avec, Xavier Thévenard, tout par à fait, ouais. exemple. Quels sont les conseils que Sciences Po, donne pour mener une interview, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait d'école de journalisme, je suis pas du tout issu de ce milieu-là. Contrairement à ce que toi, tu as appris sur le terrain, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu t'inspires? Comment est-ce que tu te sers de ces études? Alors en fait, moi je dirais pas que Sciences Po m'a forcément amené des connaissances pures dans le milieu journalistique, parce que en fait en master on peut spécialiser un peu vers les métiers du journalisme. À Sciences Po, moi en l'occurrence j'ai pas fait ça, et donc toute ma formation, au cours de ma formation, j'ai pas forcément appris les codes du journalisme comme on peut l'apprendre dans une école de journalisme, ou en se spécialisant sur ces questions-là à Sciences Po. Par contre, ce que Sciences Po amène, et je pense que c'est une vraie force dans la vie ensuite, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est apprendre à réfléchir en fait. Et on parle souvent, on se chambre souvent dans les grandes écoles. Sciences Po, c'est un peu, on dit Sciences Po pipo, c'est-à-dire que on est capable de parler de tout, mais on connaît rien. C'est un peu ça comme ça qu'on nous qualifie. Et en fait, je trouve que finalement, quand on creuse, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on va sortir de Sciences Po sans véritable connaissance spécialisée sur un domaine ou un autre, ou sur des compétences particulières très claires, comme un ingénieur peut avoir en sortant de son école d'ingénieur. Par contre, on est capable, je pense, on a une capacité d'adaptation qui est, je pense, très importante et très utile. Et surtout, je pense que la spécialisation, j'ai le souvenir d'un prof qui nous disait ça. Parfois, certains élèves reprochaient justement que ça soit pas assez professionnalisant comme formation, et il leur rétorquait que, en fait, la spécialisation, elle est plus intéressante post-études, quand on va arriver dans un domaine ou dans une entreprise où là, on va vraiment avoir à apprendre les clés du métier, plutôt qu'en amont dans la formation. Et en fait, même si j'étais pas forcément convaincu de ça quand j'étais à Sciences Po, après coup, là, quelques années plus tard, c'est effectivement le cas, je trouve. Et je suis vraiment chanceux, je pense, d'avoir fait cette école pour avoir aujourd'hui ces bases-là, et cette ouverture d'esprit que ça m'a apporté aussi. Et puis, de manière générale, voilà, je pense, j'ai si je devais avoir quelques qualités, ça serait plutôt sur ces domaines-là, de réussir à comprendre des problématiques, à en sortir peut-être des solutions aussi. Et ça, dans mon quotidien, c'est vrai que c'est ce qui m'aide, hein, clairement, au quotidien. C'est quelque chose qui a été, souvent, traité comme sujet, ça, le fait que les gens ne savent plus apprendre, et apprendre à apprendre. Ça se travaille aussi, c'est quelque chose, qui s'apprend du coup. Ouais, ouais, tout à fait. Heu,
Et du coup, ce que tu me dis, c'est que Sciences Po t'a donné cette ouverture d'esprit, cette, capacité d'apprendre rapidement, t'adapter, sur des valeurs qu'on retrouve aussi dans l'ultra d'ailleurs, Complètement, non s'adapter. mais c'est super intéressant ce parallèle que tu fais, avec aussi, l'ultra trail aujourd'hui ou l'ultra endurance de manière générale. Pour réussir en ultra, je pense que, ce qui est important, enfin, on peut avoir le plus gros moteur du monde, en fait, il y a certaines choses il y a forcément des erreurs qu'on va faire au départ et aujourd'hui, on a la chance aussi, d'avoir énormément de ressources pour apprendre sur notre sport, sur toutes ces disciplines et je pense que ceux qui réussissent aussi, c'est ceux qui ont réussi à comprendre les enjeux, les difficultés, quand ils ont eu des problèmes, à essayer de trouver des solutions pour y faire face. Et clairement, je trouve que ce parallèle est super intéressant. Et aujourd'hui, alors c'est un peu paradoxal parce que moi, pour le coup, j'ai pas encore forcément trouvé les solutions en ultra pour vraiment performer à la hauteur que je l'espère, mais en tout cas, le processus d'apprendre, de comprendre, c'est quelque chose qui me passionne, hein, clairement. Et c'est pour ça aussi que j'échange énormément avec des spécialistes dans plein de domaines dans ce milieu-là, parce qu'en fait, j'adore juste apprendre et comprendre de nouvelles choses. C'est clair que peut-être cet attrait-là pour l'apprentissage, il vient certainement aussi de ma formation, peut-être d'avant aussi, hein, mais à Sciences Po, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un accent. Et je pense que aujourd'hui, ça m'apporte, hein, clairement. Et puis, dans le fait aussi, peut-être on y reviendra sur mon métier aussi, qui est aujourd'hui plus vidéaste. Je suis complètement autodidacte de ce point de vue-là. Et ça aussi, ça a été quelque chose de super important pour moi d'être capable d'apprendre par moi-même, de savoir où aller chercher l'information aussi. Et je pense que ça m'a permis d'accélérer un petit peu le processus d'apprentissage. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout va très vite, notre monde va très très vite. Et quand je regarde déjà rien qu'un an en arrière où j'étais, c'est un peu presque effrayant, mais c'est peut-être aussi grâce à ces bases-là que j'avais, qui m'ont permis aussi peut-être aujourd'hui d'avoir une croissance assez rapide. C'est vrai que ta chaîne, YouTube, elle a explosé, assez vite, au tout début du confinement. Je crois que tu avais commencé les moments de Tout légende. à fait, ouais. Ça avait enfin moi ça m'avait, j'avais trouvé ça juste génial quoi. J'avais trouvé ça, en fait, quand tu fais de la vidéo un petit peu, comme moi, tu te rends compte en fait de la masse de travail qu'il y a derrière et je me suis dit: «Ça, c'est un très, très beau fruit du confinement», et parce que j'imagine que tu as eu peut-être un peu plus de temps à cette période-là, Exactement. parce que c'était un travail de monstre, monstre. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, donc à l'époque, j'étais encore, journaliste à temps plein. Le fait est que le confinement m'a mis au chômage, partiel comme, pas mal de monde et j'étais à l'époque, donc aujourd'hui j'habite, Beaufort en Savoie, et à l'époque j'habitais, à Aix-les-Bains. J'avais un petit appartement, dans le centre d'Aix-les-Bains et tu vois, le premier sentier, il me semble qu'à l'époque c'était on avait une zone de 2 kilomètres pour courir, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'avais regardé sur la carte et le premier sentier, il était juste après cette limite-là. Donc potentiellement, si je la dépassais pour aller prendre le sentier, je me faisais contrôler. J'étais pas dans les règles. Et donc le fait est que j'avais un peu la peur du gendarme pendant ce premier confinement. J'ai pas du tout bougé de mon petit appart aixois. Et en fait, j'ai dû trouver quelque chose pour occuper mes journées. Ça faisait longtemps que j'avais un peu cette idée de faire quelque chose comme ça. Je suis aussi un gros passionné d'histoire et mêler l'histoire et mon sport favori qui est le trail running, ça faisait sens. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu lancé la chose, mais clairement sans le confinement et sans le temps que j'avais à ce moment-là, ce projet, je pense pas il aurait vu le jour. Et à la suite de ça, alors j'invite à tous les auditeurs, hein, qui ont pas vu ces moments de légende ou ces courses de légende à aller, regarder ça sur YouTube, c'est vraiment à voir. Et à la suite de ça, tu as pas eu des commandes d'athlètes ou de marques qui t'ont demandé de leur faire à eux leur moment de légende aussi? Alors en fait, j'ai eu et j'ai toujours d'ailleurs, des projets, un peu dans ce sens-là. J'en ai notamment un qui est déjà écrit et qui pourrait aboutir, mais en fait, il y a ce pourquoi aussi j'ai arrêté, c'est, la problématique des droits d'image. Alors il y a un peu un flou juridique autour de ça, et en fait, hem, j'ai arrêté de moi-même parce que j'ai eu
quelques remarques sur ces questions-là. En fait, effectivement, les épisodes des moments de légende, c'était des images d'archives que je récupérais sur YouTube. Euh, en fait, il y a un peu un flou sur le fait est-ce qu'on peut utiliser ou pas ces images-là, parce qu'elles appartiennent à des gens. Évidemment, il y a des gens qui ont payé pour que ces images soient produites. Maintenant, voilà, il y a un peu un flou juridique autour de ça. Moi, je m'étais embrayé, j'avais pris la brèche pour développer ces concepts-là, mais je voulais pas non plus avoir de problème avec qui que ce soit sur le long terme. Et je faisais pas ça, je faisais ça juste pour partager ma passion, pas ça pour causer du tort à qui que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai un peu mis ça de côté pendant un moment, parce que je voulais pas avoir plus d'ennuis que ça, d'autant que je faisais plein d'autres choses à côté et je voulais pas me mettre en mauvais terme avec qui que ce soit. Aujourd'hui, en fait, du coup, cette problématique des droits d'image, elle se heurte aussi à ce que je pourrais faire avec des marques, parce que parfois les marques ont les droits sur suffisamment d'images pour que je puisse ensuite les utiliser et faire ce genre de format. Mais en même temps, souvent, typiquement pour les courses de l'UTMB, les images appartiennent à l'UTMB et pas aux marques la plupart du temps. Donc, ça peut poser des problèmes. Maintenant, voilà, comme tu vois, tu disais, est-ce que j'ai eu des propositions? J'ai eu des propositions. J'ai toujours des projets qui sont un peu sous le manteau à ce niveau-là, et j'espère qu'un jour ça pourra ressortir. Trop cool. Et ben, affaire à suivre. Effectivement, affaire à suivre. J'aimerais connaître ton process quand on te commande une mission comme ça, un projet vidéo, typiquement le projet que tu as fait sur le GR20 avec, alors si je dis ça de mémoire, mais c'était avec Gore-Tex Iron, Tout à fait. C'était euh, Gore-Tex et Snow Leader. Snow Leader, Ouais. ok. Mea culpa, Snow Leader. Non, ouais, non, oui. Et du coup, donc tu as fait le GR20, le projet c'était de le faire en 5 jours. Et donc, comme je disais, hein, j'ai aucune note devant mon Ouais, non, écran, donc mais je fais ça de mémoire. Et du coup, tu as dû suivre une petite troupe d'athlètes qui a parcouru le parcours du GR20 en 5 jours, tout et à tu fait. as fait un reportage sur leur aventure. Quel est ton process pour imaginer ce que doit être la vidéo finale? Alors en fait, bon là en l'occurrence, donc tu vois sur ce projet GR20 avec Gore-Tex et Snow Leader, c'était même, en fait j'ai fait 2 fois le GR20 d'affilée. Il y avait une fois avec un groupe de trailers qui l'a fait en 5 jours, une fois avec un groupe de randonneurs qui l'a fait en 7 jours. Donc ça reste de la marche quand même rapide et des grosses journées, hein, parce que pour le faire en 7 jours, c'est doubler les étapes, donc c'est quand même déjà assez sportif. En l'occurrence, ça dépend vraiment des projets. J'ai parfois là, comme en ce moment là, je travaille sur un gros projet qui va avoir lieu cette année, où je suis vraiment impliqué de A à Z dans la confection du projet. C'est-à-dire je suis déjà aussi au niveau du storytelling. J'interviens déjà à ce moment-là du processus, et donc dans ce cas-là, je je participe à imaginer qu'est-ce que sera le projet. On a une idée de base, et puis ensuite on la développe avec des angles qu'on développe, et puis ensuite on s'occupe de la production. Parfois, je suis juste impliqué sur la partie production. Donc on va me pitcher un projet avec déjà ce que la marque ou l'événement ou l'athlète souhaite, et de façon assez précise. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à produire en fonction de eux, leurs attentes. Donc ça peut vraiment varier en fonction des projets. Typiquement sur le projet que tu citais sur le GR20, c'était plutôt un cas de deuxième situation, c'est-à-dire on m'a pitché un projet, expliqué un peu ce qu'on attendait, et le résultat que les marques voulaient, les marques partenaires dont Gore-Tex. Et ensuite, moi je suis allé sur le terrain pour produire tout ça. Mais voilà, ça varie un petit peu en fonction des projets. Moi, j'avoue que j'aime vraiment aussi, c'est peut-être aussi mon background et ce que j'ai fait avant qui fait ça, mais j'aime vraiment aussi participer vraiment au storytelling, parce que c'est une partie que j'aime vraiment bien. C'est une partie aussi très créative, et clairement, ça fait partie des étapes du processus que j'adore faire. Mais bon, ça dépend vraiment des projets, hein. Et puis en fonction du feeling aussi avec les gens avec qui je travaille, ça varie un petit peu. Mais voilà, c'est assez variable finalement entre les différents projets. Et pour qu'on se rende compte de tout ce travail, par exemple, enfin, si tu devais prendre un temps que ça t'a pris de faire un reportage comme celui du GR20,
Ça représente quoi comme temps de travail? Parce que souvent j'ai un peu cette frustration Ouais, au fait que les auditeurs, spectateurs ne se rendent pas vraiment compte de la quantité de travail complètement. qu'il y a derrière un projet. Ça représente quoi Bah, comme volume? en fait, c'est intéressant que tu abordes cette question parce que, encore toi, je pense que les gens doivent même s'il y a certaines personnes peut-être qui s'imaginent pas trop, tu vois, tu passes quand même, souvent tes podcasts sont assez longs, donc déjà c'est un temps de préparation évidemment en amont, tu vois? Tu t'as pas pris de notes, mais par contre, tu vas te renseigner sur ce que les gens ont fait et cetera et ça mine de rien, en fait, c'est quotidien, tu vois? Ton travail de t'informer, de t'enrichir de plein de choses et donc, en fait, c'est incessant. Et c'est peut-être ça que les gens voient pas, c'est que finalement, en fait, notre travail, même si c'est devenu notre passion ou c'est notre passion et c'est devenu notre travail, c'est un peu 24 sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et c'est vrai que je comprends tout à fait qu'il peut avoir une part de frustration que les gens se rendent pas forcément compte, surtout que typiquement en vidéo, et encore plus, c'est encore plus accentué avec les réseaux sociaux, où souvent on nous demande des formats relativement courts. Euh, on se rend pas compte du temps que ça a demandé en amont pour produire peut-être 3 minutes de vidéo, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu abordes le sujet. Pour le GR20, ce qui a été vraiment prenant, disons, c'est plutôt la phase sur le terrain parce que j'ai quand même passé 3 semaines sur le GR20, donc 3 semaines dans une année, mine de rien, c'est quand même vraiment pas négligeable. En plus c'était 3 semaines avec, t'imagines bien, c'était des grosses journées. Moi, j'ai fait quasiment 100% des étapes avec les gens qui avaient gagné le jeu concours pour participer à ça. Donc, on se levait quand même très tôt le matin. Ça faisait des grosses journées intenses sur le terrain. Bon, après, moi, je me plains pas du tout parce que c'était clairement un énorme plaisir, hein. Vraiment, vraiment, c'était une énorme chance, un énorme plaisir. Mais on va dire que la phase la plus engageante sur ce projet, elle a été vraiment sur le terrain. Il y a d'autres projets où ça se joue pas forcément là parce que, par exemple, là, je travaille sur le gros projet dont je te parlais. Ça va être beaucoup plus en amont sur toute la réflexion, sur aller chercher des références, sur aller chercher des inspirations pour enrichir le projet. Et puis, la phase de production en elle-même, moi, je vais en faire une partie, mais je vais aussi être aidé par d'autres personnes. Donc finalement, tu vois, la phase sur le terrain, elle va être pour moi moins importante. Et donc, c'est difficile en fait de te dire j'ai travaillé 2 semaines, enfin c'est tant de jours, même si sur un devis finalement on est obligé, tu vois, je mets toujours des Mmh. jours de travail, mais en fait je trouve que c'est toujours difficile de quantifier parce que comme je te le disais en fait, j'ai pas vraiment de semaine et de week-end, c'est un peu tout le temps que j'essaie d'être aux aguets, de m'enrichir, tu vois, enfin c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat, d'autant que je suis du genre à pas forcément être ultra efficace et à me cadrer vraiment sur ok, aujourd'hui j'ai une journée pour faire ça et il faut que ce soir ça soit fait. Je suis toujours plutôt du genre à déborder un peu parce que j'ai envie d'enrichir ou faire un peu mieux. Donc tu vois, c'est un peu compliqué de donner vraiment des lignes claires autour de tout ça, mais puis surtout c'est surtout très variable en fonction des missions qu'on me demande. Alors justement, tu abordes un point qui m'intéresse, c'est l'organisation que tu as derrière, parce que tu disais que tu travaillais au ministère de la Défense, donc tu étais salarié. Ouais, Là, maintenant, tu es passé, à ton compte. ouais. L'image de la personne qui est à son compte, c'est la personne qui est libre, qui fait ce qu'elle veut ses journées, qui organise son temps comme elle veut. La réalité, elle est souvent différente. Comment est-ce que toi tu arrives à t'organiser, garder ton entraînement aussi? Parce que tu l'as pas dit, mais on l'a pas dit, tu es aussi un athlète de très haut niveau, hein. Ouais, Tu non, tu performes quand même pas mal en trail, faut le dire. ouais, non, non, ça reste relativement modeste, hein, si on compare Ouais. évidemment l'élite de la discipline. Après, oui, on va dire que je suis dans la moyenne peut-être haute, mais bon, je suis encore très loin de ce que peut faire ce qu'on appelle les athlètes élites, hein, de la discipline. Il faut quand même, quand même rester modeste de ce point de vue-là. Bah, écoute, moi je trouve que j'aimerais bien avoir ton niveau un jour en tout cas. Donc oui, comment tu t'organises, et comment est-ce que tu arrives à réussir à remplir tes journées, comme tu as envie?
Ben, en fait, d'ailleurs, je serais intéressé une fois que je t'aurais décrit tout ça, d'avoir toi comment tu t'organises, parce que en fait, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir quand on a un peu des profils comme ça similaires, de voir comment chacun fait pour organiser ses journées. Je t'avoue que moi, clairement, aujourd'hui, je suis à mon compte effectivement, donc j'ai créé ma société. Et quand je suis parti, quand j'ai démissionné de mon métier de journaliste dans ce média, en fait, c'était en partie pour ça, pour avoir, en fait, pour avoir la main sur la gestion de mon emploi du temps. Comme tu disais, on a évidemment des contraintes. On en a même, je pense, pas mal. Tu vois, moi, toute ma semaine est rythmée à coup de réunions avec différentes personnes, donc je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Je sais aussi que la plupart des gens avec qui j'échange, elles ont des horaires plus ou moins classiques, donc elles travaillent du lundi au vendredi. Donc moi ces jours-là, si je suis pas dispo, forcément c'est un peu plus compliqué pour échanger avec mes clients notamment. Donc c'est aussi quand même un élément important à prendre en compte. Maintenant, moi, je mets vraiment beaucoup d'importance sur la liberté, sur ma liberté de pouvoir un peu à la fois faire ce que je veux d'un point de vue du travail et du contenu, et à la fois aussi sur mes attentes personnelles aussi. Et mon métier et ma passion sont intimement liés aujourd'hui, mais du coup, cette liberté-là, elle vient aussi parce que j'avais besoin d'avoir du temps et de l'organiser comme je le voulais en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai besoin ou si j'ai envie d'aller, tu vois là en ce moment, j'ai la chance qu'on ait quand même encore des conditions pour skier convenablement dans le Beaufortin. Si j'ai envie d'aller skier 3 heures cet après-midi, j'ai envie de me donner la liberté de le faire. Et après, c'est à moi de m'organiser en fonction de mes contraintes d'emploi du temps pour que je puisse le faire. Et donc en fait, mes journées, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ça c'est aussi quelque chose, je trouve, assez incroyable. Il n'y a pas du tout de routine parce que typiquement, là, tu vois, ce matin, on enregistre le podcast. Cet après-midi, je sais que je vais aller skier un peu. Entre-temps, voilà, j'aurai eu une autre réunion et puis c'est comme ça que j'organise ma journée. Après, effectivement, moi, je suis du genre à travailler assez tôt le matin et un peu tard le soir. Et donc, en fait, mes journées, elles sont tous les jours différentes en fonction de mes contraintes et de mes envies. Et le fait d'être à son compte, il n'y a que ça qui le permet, quoi. Parce qu'effectivement, si j'avais un emploi salarié, je pourrais évidemment pas le faire. Donc, en fait, c'est une vraie chance, je crois. C'est une chance que je me suis créée entre guillemets, je pense. Mais aujourd'hui, je me vois mal revenir en arrière. En tout cas, à court terme, c'est clair que ça m'apporte trop d'épanouissement au quotidien de pouvoir un peu gérer mon emploi du temps pour revenir à un emploi salarié. Ah, je suis totalement aligné avec ça. C'est vrai que quand tu as connu ça, c'est compliqué, je pense, de faire, machine arrière, même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent à leurs, salariés d'avoir des plannings plutôt Tout à fait, ouais. libres. C'est un peu dans l'air du temps ça, de mettre des baby-foot, des billards, et puis puis que le salarié se sente comme à la maison chez lui. Et toi, tu gères comment du Hem, coup aujourd'hui, parce que t'as aussi là, on va dire que t'as fait le pari, si je dis pas de bêtises, de vraiment te lancer vraiment à fond là-dedans et à développer énormément de choses en parallèle aussi. Comment t'arrives à un peu mêler tout de front et comment t'organises toi tes journées? alors oui, je suis à plein temps moi depuis février dernier, ça va bientôt faire Ok, 1 an, ok, avec, multiples rebondissements, durant l'année 2021, hein, parce que j'ai eu ma fille tout à fait, j'ai suivi qui a ça, eu ouais. des problèmes au cœur, et qui a fait que pas mal de projets se sont avortés malheureusement, des projets qui étaient bien avancés. Bon, du coup, en fait, mon organisation, c'est des enregistrements le matin, Ok, comme là, on est en train de faire. Et puis après, j'ai un problème en ce moment, c'est que j'ai fait l'impasse sur le sport où je me donne beaucoup moins de temps pour faire du sport. Et ça, c'est un problème parce que c'est quand même, ça fait partie du boulot aussi d'être, en bonne condition physique, hein, dans ce ouais, qu'on tout à fait. fait. Typiquement, ce que tu as fait sur le GR20, enfin, si quelqu'un qui s'entraîne pas du tout, il peut pas vraiment le faire, quoi. Donc, C'est ça, ça fait partie du boulot. Là, tu vois, je vais aller au Mexique
pour suivre, sur l'Ultra Run Raramuri, si je suis pas capable de suivre Julien Chaurier, ne serait-ce que quelques kilomètres, ce serait, ce serait dommage. C'est clair. Donc l'entraînement fait aussi partie du boulot et là, c'est dessus, j'ai prendre le temps pour soi, faire du sport, s'évader, ça reste aussi important et c'est pour ça que je demande en ce moment pas mal, de conseils à ceux que je reçois, qui sont aussi entrepreneurs et qui, comment est-ce qu'ils s'organisent? Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je me dis que là, pendant que je suis en train de faire du sport, je suis pas en train d'avancer sur d'autres projets et psychologiquement, en fait, je culpabilise un petit peu, tu vois? Je sais Et pas si est-ce tu que vois, t'as le pas, ouais, je comprends, mais est-ce que t'as pas l'impression de, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. En fait, quand je fais du sport, souvent, je pense au boulot. Enfin, peut-être malheureusement, hein, tu me diras, mais c'est souvent là aussi que tu vois, j'ai des sources d'inspiration, j'ai des idées qui me viennent. Et en fait, du coup, j'ai pas l'impression que ce soit forcément du temps perdu, tu vois. Ah, je suis totalement aligné avec ça, mais en fait, une fois que c'est parti, je suis content, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste de se lancer et puis de se dire: «Là, je vais prendre une heure, et cette heure-là, eh bien, c'est un montage en moins, c'est des publications sur les réseaux sociaux de la promotion, du coup, du travail», parce que ça aussi, c'est une grosse partie dont on parle pas beaucoup, mais Effectivement, ouais. de créer le contenu, le monter, le publier, c'est un temps, mais le faire connaître et le faire savoir, ça prend aussi du temps. Les petites illustrations, les petites couvertures, Ouais, les énormément de temps. montages audio, enfin ça prend beaucoup de temps aussi Mm. cette action-là et du coup 1 heure de sport, bah, c'est tout ça en moins donc voilà, Non, mais clairement, clairement. c'est un peu compliqué pour moi en ce moment ce sujet-là. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et du coup, moi, tu vois, mais je me fais là aussi cette réflexion souvent, hein, parce que bah, faut pas croire, hein, il y a des jours aussi, c'est pas parce qu'on habite en montagne et qu'on est passionné par ça que il y a pas des jours où on a la flemme d'y aller comme tout le monde, hein, en fait, il y a des jours où je me dis que bah, la suite logique, c'est de se structurer et d'avoir des gens avec qui on travaille. C'est déjà le cas pour ma part, pour toi aussi, puisque tu vois, tu as délégué aussi pas mal de podcasts à d'autres personnes qui aussi produisent pour toi des chroniques, ce genre de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était une voie super intéressante quand j'ai vu passer ça là, il y a quelques mois, quelques semaines. J'ai trouvé ça super intéressant que tu crées en fait une forme d'équipe et je pense que c'est vraiment la voie vers laquelle il faut aller pour aussi arriver à se dégager du temps. C'est de se structurer, d'avoir des gens avec qui on travaille et puis réussir à déléguer aussi. Donc c'est pas du tout évident, hein, mais je pense qu'on sera forcé de le faire à un moment donné. Exactement, c'est un sujet ça en ce moment chez moi de savoir, m'entourer, déléguer, et c'est vraiment un autre exercice parce que là, tu rentres un peu, dans tu as toujours tout fait pour toi, tu es maître de tout et puis il faut trouver quelqu'un en qui tu vas avoir une confiance aveugle parce que moi, j'ai retenu une phrase un jour, c'est que si quelqu'un avec qui tu t'associes, c'est quelqu'un à qui tu serais capable de donner tes identifiants, les identifiants de ton compte bancaire, quoi. Ouais, Faut que tu aies une confiance aveugle en cette personne et de trouver en fait une personne en qui tu as cette confiance-là et qui a en même temps les compétences de pouvoir, réaliser certaines tâches, comme toi tu les vois, c'est pas simple, tout à fait, c'est pas tout à simple. fait. Surtout que, bah, enfin, j'imagine toi comme moi, si toi t'en es arrivé là et c'est aussi parce que tu as une forme d'exigence envers toi-même qui est quand même au-dessus de la moyenne et donc bah forcément avoir la même exigence envers quelqu'un bah, c'est toujours plus compliqué parce que bah, je trouve que l'expression on est toujours servi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle a aussi du sens parce qu'en fait nous on sait de quoi on est capable entre guillemets alors que bah, quand on met les responsabilités dans les mains d'autres personnes, c'est toujours plus délicat. Et pour autant, bah, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'il y a forcément des domaines sur lesquels il y a des gens qui sont meilleurs que nous, tu vois. Et c'est sur ces domaines-là que je pense qu'il faudrait réussir à déléguer les choses. Maintenant, voilà, c'est d'autres compétences, c'est compétences de management. Et c'est vrai que c'est pas forcément inné, ça c'est clair. Exactement. C'est vrai que, tu vois, par exemple, j'avais un projet de faire une émission de trail, l'idée c'était d'amener les athlètes élites en dehors de leur région, parce que, il y avait eMotion Trail qui existait et puis, Ouais, mais eMotion Trail vient chez les athlètes, et puis, pour leur faire et moi l'idée en fait,
qui est au fond qui me drive un petit peu au quotidien, c'est de faire connaître la Bretagne comme étant une très belle terre de trail. OK. Moi, j'en suis convaincu, tous les Bretons en sont convaincus, mais quand tu vas en montagne, on reste des coureurs de plaine Totalement, qui totalement. et il y a cette image, hein, tu vois, quand je suis venu faire le DU Trail à Grenoble, et ben, enfin, moi, j'ai découvert vraiment cette vision du trailer de montagne qu'il a des courses qui ne sont pas en montagne. Enfin, vraiment, c'est Mais d'ailleurs, c'est au-delà intéressant que au-delà de la tu. Bretagne, hein. Ouais, non, non, mais c'est super intéressant déjà comme sujet de base parce que, enfin, tu vois, moi, je suis pas, je vis aussi un peu ça dans le sens où je suis pas montagnard d'origine, tu vois, j'ai pas d'origine montagnarde, et c'est encore un peu plus marqué dans le Beaufortin où c'est vrai qu'il y a il y a des familles un peu là qui sont là depuis longtemps et du coup. Bah finalement, je suis un peu presque un étranger, tu vois, quelque part, parce que moi, je suis venu là parce que je suis passionné par cet environnement-là. C'est là où je m'y sens bien, mais en soi, j'ai aucune attache familiale, tu vois, en lien avec la montagne. Et c'est vrai que j'ai toujours moi aussi senti un peu j'allais dire ce côté un peu snob si t'es pas montagnard en fait tu peux pas vraiment comprendre, tu peux pas, enfin, et pareil avec le trail, tu vois, toi tu fais la classification trail de montagne et je trouve que c'est intéressant parce que finalement le trail c'est pas que de la montagne, il y a plein d'autres choses que la montagne, la nature elle va bien au-delà de la montagne et le trail ça englobe tout ça justement et typiquement le chemin des douaniers c'est un des plus beaux sentiers qui existent en France et pourtant c'est pas de la montagne. Et c'est franchement, je comprends tout à fait ce que tu évoques pour le vivre au quotidien un petit peu, même si c'est peut-être qu'on a, enfin, c'est pas du tout, moi pour moi c'est pas du tout pesant hein, au quotidien. Hein, les gens sont très courtois, etc. Mais on sent toujours un petit peu cette classification que tu décris. Ouais, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est important de réussir à s'ouvrir comme ça et puis d'aller découvrir des territoires. Alors même si, tu vois, je me prends, je me suis donné un peu auto-donné cette mission, de promouvoir la Bretagne comme terre de trail. Mais, pour autant, j'adore et mes objectifs principaux, de l'année se trouvent en montagne aussi, hein, donc j'adore aussi ce milieu évidemment. Non, non, mais c'est clair, mais Heu, c'est incroyable comme environnement, mais c'est pas parce que c'est incroyable que il y a pas d'autres endroits qui méritent le détour. Et du coup, je trouve que ton concept là d'émission, je sais pas où ça en est, si ça va voir le jour ou pas, mais en soi, c'est une super idée parce que tu vois, on pourra peut-être en reparler de ce que j'ai fait avec Xav, bah, tu vois, je suis pas sûr que je l'ai mis dans l'entretien, mais il y a un passage où il parle du fait que justement il allait en Bretagne avec sa compagne en vacances et qu'il trouvait que c'était un peu plat, mais que en fait mais certes c'était plat, mais c'était quand même très joli, tu vois. Et donc en fait, c'est aussi toutes ces personnes là qui sont du genre plutôt à rester dans leur environnement, ça peut être vraiment vraiment cool d'aller leur faire découvrir autre chose aussi. c'est ça et puis, c'est enfin, moi je trouve, enfin qu'il y a tellement de beaux coins à découvrir en France et justement cette interview de Xavier, c'était hyper intéressant et ça m'a refait penser, à l'année dernière quand, je suis allé à La Réunion et puis que, quand on est arrivé en avion, au-dessus de La Réunion et je me suis dit: «Mais je suis un putain de privilégié là d'arriver là avec, ma grosse boîte en métal, me poser sur une île qui est magnifique, et quelle chance et en même temps quel sens», et maintenant j'arrêterai pas, hein, c'est pas pour ça que j'arrêterai, mais de voyager, parce que j'adore ça, d'aller découvrir des coins, mais en même temps, c'était compliqué. Alors comment tu as vécu toi cette interview un peu, en en off ou, comment est-ce que tu l'as vécu? Ouais. Alors en fait, pour revenir un tout petit peu en amont de cette interview, le projet initial, moi, c'était et c'est toujours, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir là-dessus en 2022, c'était de traiter un petit peu cette question du trail, enfin de l'environnement dans notre milieu du trail. Tu vois, on est un des sports, enfin on est un sport nature, donc on est un des sports qui est le plus connecté à l'environnement naturel et aussi on est un des sports qui permet je trouve, de voir assez vite l'impact du dérèglement climatique sur notre terrain de jeu, notamment pour ce qui est des environnements montagneux. Et donc du coup,
moi, c'est vrai que je pense que c'est une chance. Hein, j'ai des parents qui sont très attachés à ces questions environnementales. Donc, j'ai toujours été éduqué vraiment en essayant d'être aux aguets sur ces problématiques-là. Moi-même, j'essaie dans mon quotidien aujourd'hui d'avoir une approche la plus responsable possible sur le plus de domaines possible. Je suis évidemment pas parfait, hein, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, je me disais, c'est vrai que je trouve qu'au finalement on en parle assez peu de ces enjeux-là dans notre milieu. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un peu un doc là-dessus, aller essayer d'aller rencontrer différentes personnes dans notre milieu, différents acteurs, que ce soit des organisateurs de courses, des athlètes, etc. Et donc forcément, quand on parle de ces questions-là, aujourd'hui, Xavier, c'est certainement avec Kylian aussi maintenant qui est en train de prendre beaucoup la parole sur ces enjeux. Mais Xavier, ça a été un des premiers à vraiment en parler et ça me paraissait naturel d'aller en discuter avec lui. D'autant que Xavier, voilà, on se connaît bien et donc forcément c'était plus simple aussi à organiser parce que j'ai un contact privilégié avec lui. Mais du coup, c'est comme ça qu'en fait, au départ, l'idée de l'interview est venue. Donc je suis allé le voir chez lui dans le Jura et puis on a commencé à discuter. Et à la fin de la discussion, en fait déjà j'étais un peu surpris par le ton de la discussion, qui était beaucoup plus positif finalement que ce que j'aurais imaginé, parce que on parle quand même de questions qui sont un peu qui sont graves et qui souvent sont amenées avec tous les tous les toute la part sombre que ça peut avoir. Et lui, au contraire, j'ai trouvé que dans notre discussion, ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait toujours une vision un peu positive de la chose. Et il voyait pas forcément ça de façon négative, de faire des efforts et de vivre en fait différemment. Et à la fin de l'interview, je me suis dit, ok, ça en fait, faut que j'en fasse quelque chose, faut que j'en sorte quelque chose. Et pas attendre de faire le doc parce qu'il y a trop de choses qui sont intéressantes dans ce qu'il a dit. C'est pour ça en fait que j'ai fait un peu un, un format vraiment centré sur cet entretien avec lui parce que je trouvais que son approche était super intéressante et je pense que ça pouvait inspirer pas mal de gens. C'est vrai que c'est primordial ce sujet-là c'est comme pour tout en fait, quand tu veux révolutionner quelque chose dans ta vie, se mettre au sport, faire un régime, en fait, c'est de voir le côté positif et voir ce que ça va t'amener de positif plutôt que de voir la contrainte que ça va t'apporter. Ça aide toujours et en plus là, on est au mois de janvier, c'est le mois des résolutions. Ouais, clairement. Et puis ça c'est toujours beaucoup plus durable quand tu es vu comme ça, quand tu vois les trucs que ça va t'apporter pour, d'avoir fait cette action-là, positive pour toi, l'environnement, enfin pour tout un tas de raisons. Je suis en plein dans ce sujet-là parce que là, je suis en train d'organiser un ultra justement, en Bretagne Ok. et à mon avis, de ce point de vue-là, il y a vraiment des choses à travailler, à faire, qui n'existent pas vraiment en fait, tu vois? Toutes ces questions du balisage, Tout à fait. les Tout à questions fait. des ravitaillements où tu as de ce gaspillage alimentaire, Complètement. Complètement. ou Et à l'inverse, la frustration des derniers de ne rien avoir. Enfin, ouais, il y a des choses à travailler à ce niveau-là. totalement. Et d'ailleurs, enfin, je pense que tu vois de plus en plus d'événements, en tout cas dans notre milieu, prennent conscience de ça. Maintenant, je pense qu'on peut vraiment s'interroger. Et tu vois, encore une fois, moi, je suis pétri de contradictions à ce niveau-là parce que typiquement, je vais participer à la TDS encore cette année, donc participer à une des courses de l'UTMB. Je vais partir aux US, donc je vais prendre l'avion pour aller aux US, prendre un long courrier. Enfin, donc tu vois, je suis loin d'être parfait encore une fois, et pour autant, je m'interroge sur plein de choses, typiquement, tu vois, tu parlais des événements, toi, tu vas organiser un ultra. En fait, est-ce que les événements de masse comme on connaît aujourd'hui, type UTMB, type Maxi Race, type même Templier, ce genre de choses, est-ce que finalement, encore sur les événements qui sont de masse, mais les locaux, on va dire, qui se cantonnent un peu au territoire, euh, je trouve que ça peut faire sens. Par contre, tu vois, un UTMB, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que est-ce que ça a un intérêt de faire venir autant de monde de partout sur la planète pour juste courir une course. À la fois, on peut s'interroger sur le fait que ça n'a pas vraiment de sens. À la fois, tous ces gens-là aussi, ils ont rêvé grâce à ces événements, grâce au Mont Blanc, grâce au fait de faire le tour du Mont Blanc. Donc, pourquoi nous, on aurait le droit de le faire et eux, on leur en priverait, tu vois. Donc, je trouve que c'est très, très compliqué. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Mais déjà, je trouve que déjà de s'interroger, c'est déjà une
première victoire quelque part. Ça veut dire que on va essayer de prendre conscience de choses, on va essayer de faire de notre mieux déjà, et c'est déjà pas mal, quoi. C'est ça et puis, chaque personne en fait a sa propre action. Alors sauf, c'est vrai que ceux qui sont encore vraiment pas du tout sensibilisés, mais ça commence à se faire de plus en plus rare, j'ai Tout à fait, l'impression. ouais. Mais chacun en fait va avoir sa petite action, soit il va se déplacer en vélo, soit il va s'acheter un smartphone, que quand, celui qu'il a est cassé, Ouais, soit clairement. il va manger, des produits locaux et puis mais d'avoir tous ces éléments-là, c'est compliqué. Enfin, c'est Ah ouais, non, non, surtout c'est dans notre mode de vie, actuel, c'est quand même, ultra compliqué donc je pense qu'un peu de tolérance justement envers, chacun. Éviter le jugement, c'est aussi, des valeurs qui sont, importantes et puis de regarder en fait, quelles sont, les actions, les petites actions qu'on peut mener, c'est faire un pas de plus en fait ouais. En fait, vers tout tous ce les efforts sujet-là, sont quoi. bons à prendre, je pense, tu vois. Tous les efforts sont bons à prendre, et c'est là où j'ai trouvé intéressant l'approche de Xavier, parce que tu vois, il était pas du tout, je l'ai justement pas trouvé il a pas donné de leçon, tu vois. Et c'est plutôt, il a exposé lui sa manière de voir les choses. Lui, alors effectivement, lui, il va beaucoup plus loin que beaucoup d'entre nous dans dans son approche et dans sa vision de ce point de vue-là, mais pour autant, bah, il lui-même reconnaît que déjà de faire un petit effort, déjà changer certaines de ses habitudes qui sont qu'on peut changer facilement, bah, c'est déjà beaucoup en fait. Je pense pas que je suis totalement sur ta ligne. Aller juger, aller donner des leçons aux autres, je pense pas que c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et déjà faut se regarder soi-même, je pense, avant de juger les autres, et essayer de changer soi-même avant de vouloir aller donner des leçons aux autres, quoi. Exactement, exactement. Si tout le monde pouvait appliquer ce petit conseil pourtant très simple. Ouais, Alors justement, tu nous as parlé de ton projet d'aller aux US, ouais, donc c'est pour cet été 2022. tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et de savoir qu'est-ce que tu vas aller, faire, outre-Atlantique? Alors, sur ce que je vais aller faire, il y a plein de choses que je peux pas vraiment encore dire, mais j'ai déjà, on va dire que les grandes lignes, il y a pas de souci. Et puis, je peux expliquer un peu la genèse de tout ça. Déjà, en fait, comme je l'expliquais un petit peu en amont, ma passion pour le trail, elle est aussi liée aussi à ma passion pour l'histoire, et j'adore aller regarder un petit peu les archives, aller comprendre comment ce sport a grandi, a évolué. Et bah, les États-Unis, c'est clairement un des berceaux du trail, de l'ultra, avec la western notamment. Et donc ça faisait le trail à l'américaine, le côté assez communautaire de cette pratique-là. Euh, outre-Atlantique, ça a toujours quelque chose ça m'a toujours fasciné. Et donc ça faisait longtemps que je voulais aller découvrir ça par moi-même. Euh, donc ça, c'était la première raison. C'est vraiment on va dire que l'envie, elle vient de loin. Ensuite, pour la réalisation en elle-même, cette année, ça a été, je dirais que c'est le timing parfait pour moi. J'en ai parlé directement avec Vincent, qui est un très grand voyageur aussi, Vincent, et qui connaît beaucoup de choses. Et lui, ça l'a branché direct de venir m'accompagner avec moi là, dans cette aventure. Et donc, je vais partir avec Vincent aux US entre fin juin et fin juillet. Et je parlais de timing parfait parce que cette année, il y a donc, comme chaque année, hein, mais la western et la hard rock, qui sont donc séparés à plus ou moins à 4 semaines d'écart. Et on a la chance d'avoir pas mal de Français qui seront sur les deux courses. Sur la western, on a notamment Camille Bruyat, Sébastien Speller, Vincent Viette également. Sur la hard rock, il y aura François. Il devait avoir Aurélien Dunin-Palaz, mais sa compagne est enceinte, donc il a annoncé qu'il n'ira pas. Mais bon, il y aura Kylian. Enfin, il y a un énorme plateau, donc c'était vraiment l'année parfaite pour essayer d'aller couvrir ces événements-là. Et partir finalement un mois, ça me laissait le temps d'aller faire plein de choses sur place et en même temps de couvrir ces deux événements. Donc c'était vraiment idéal, et c'était ça le projet initial, d'aller vraiment voir ce que c'est la western, voir ce que c'est l'hard rock. Et puis bah voilà, il y a plein de projets qui sont en train de se monter pour occuper mon temps sur place et découvrir au maximum le territoire américain et notamment l'Ouest américain. Mais, euh, mais je pense que ça va être une sacrée aventure. Trop bien et j'imagine qu'il y en a plein qui aimeraient, se glisser dans vos bagages, pendant cette aventure parce qu'effectivement, comme tu la présentes, ça a l'air d'être quand même plutôt sympa.
Ouais, je pense que, Et tu bah vois, ouais, je tu, pense que c'est quelque chose je pense que c'est vraiment quelque chose que, enfin, en tout cas, quand on est passionné de ce sport et encore plus d'ultra, je pense que c'est vraiment à découvrir. Tu vois, parmi les courses, je sais pas toi, ça m'intéresserait de savoir quelles sont les courses qui te font rêver. Tu vois, là, tu es allé à la Réunion. Est-ce que un jour courir la Diag, ça peut te faire rêver? Bah, typiquement, moi, la course qui me fait le plus rêver à courir, c'est la Western. Et déjà d'aller voir de mes propres yeux de quoi il en retourne, c'est déjà énorme pour moi. Peut-être qu'un jour je la courrai, j'aurai cette chance-là, mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment partie des événements qui me font rêver. Et donc, bah ouais, pour pouvoir y aller, c'est toujours vraiment cool, quoi. Ouais, mon père a vécu à l'île Maurice en étant marin, Ok, mais j'ai entendu parler de la Réunion pendant toute mon enfance, je crois. Donc moi, c'est un vrai objectif de vie d'aller courir la Diag un jour. Ouais. ok, Donc trop bien. je comprends ce sentiment c'est un objectif d'aller courir cette course-là absolument. Après, la Et d'ailleurs, différence, ouais, là, ouais, non, dis-moi. la différence avec la Western, c'est que c'est très compliqué d'avoir enfin, faut être tiré au sort et le tirage au sort est très, 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 très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut avoir en Europe. Contrairement à la Diag où, ben, on a un peu plus de chance. Donc, je pense que tu feras la Diag avant que je fasse la Western, certainement. Mais je sais pas, t'as déjà une date en tête pour la courir ou, J'avais dit pour mes 35 ans, c'est ok, l'année prochaine, c'est cette année, décembre 2022. ok. Donc, ce sera peut-être l'année prochaine, 2023. Mais tu auras toujours 35 ans. J'aurai toujours 35 ans, ouais. Donc ça va, ça passe. Mais le fait d'y avoir été, ça m'a vraiment montré comme ce terrain est exigeant, et en fait, comme je te l'ai dit, c'est un objectif de vie. J'ai envie d'y aller, de prendre plaisir, de pas subir. Alors forcément, ça va être dur, hein, Ouais, faut pas se ouais. mentir, mais j'ai envie de vraiment de prendre du plaisir, de pas subir la course. Donc j'ai envie d'être vraiment prêt avant d'y Ouais, je aller. comprends, Donc je comprends. je préfère repousser et puis être vraiment prêt, plutôt que d'y aller absolument et puis de subir toute la Complètement. course. Puis là, ça te laissera un peu le temps de mettre un peu les choses en place avec toutes tes activités professionnelles aussi, et puis de trouver un rythme peut-être un peu plus, un rythme croisière aussi pour aussi trouver plus de temps pour t'entraîner et comme tu aurais envie, quoi. Exactement, exactement. C'est aussi l'objectif derrière ça, d'avoir plus de temps pour m'entraîner, pour préparer ça correctement. Ouais. Justement, en fait, tu parlais du modèle des US, des trails. Hem, c'est peut-être quelque chose dont on devrait s'inspirer parce que là-bas aux US, il y a pas, c'est pas des grosses courses. Souvent, ça c'est assez intimiste. Tout à fait, ouais. Et pour autant, ça n'enlève rien à leur célébrité, leur, leur beauté. Enfin voilà, il y a quand même, des choses peut-être dont on devrait s'inspirer en France. Bah, alors ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin moi je pense que c'est une des choses, enfin c'est peut-être inconsciemment, tu vois, dans l'inconscient, c'est quelque chose qui peut-être nous attire aussi, le fait que ça soit justement un peu plus intimiste, que ce soit dans des zones, tu vois, quand on parle de hard rock, c'est des zones quand même très sauvages, dans le Colorado, et peut-être c'est des choses qui nous attirent, nous, Européens. Et à l'inverse, eux, quand on parle avec les ultra-trailers américains, tu vois, j'ai la chance de connaître Jim. Quand tu discutes avec lui, l'UTMB, il y a une forme de ferveur que eux, ils viennent aussi chercher. Donc, en fait, tu vois, c'est un peu, nous, on va chercher des choses chez eux qu'ils ont pas. Eux, ils viennent chercher des choses chez nous que eux n'ont pas. Et donc, tu vois, c'est un peu, bah, l'herbe est toujours un peu plus verte chez le voisin, quoi. J'allais le dire. Et tu vois, et donc en fait, je sais pas si il y a un modèle qui est mieux que l'autre. Je pense qu'on c'est très complémentaire finalement, et je pense qu'il y a besoin de tout aussi pour faire un monde. Et ça aurait peut-être pas la même saveur, tu vois, si tout était homogène. Et je pense que c'est aussi mais ça c'est quelque chose de vrai dans la vie d'une manière générale. La diversité, je pense que c'est une chance incroyable. Et clairement, là, de ce point de vue-là, moi, je suis aussi convaincu qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Et tu vois, il y a quelque chose qui est très utilisé aussi en marketing et puis, dans le milieu du commerce tout simplement, mais c'est de jouer sur les émotions, humaines et le fait d'avoir ce sentiment un peu de rareté, crée, de la frustration et l'être humain, aussi beau soit-il, il a envie d'avoir des choses, de collectionner, certains trophées et puis le fait de créer un peu cette frustration, d'une année, ben, ça va créer aussi peut-être un mythe autour d'une course, autour d'un événement, autour d'un produit, hem et ça joue aussi dans le fait
de la notoriété. Par exemple, tu Complètement. vois, la Barclay, où c'est très Totalement. compliqué d'avoir un dossard. Toutes ces courses américaines où il faut plus de 7 ans de tirage au sort pour avoir un dossard. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Et c'est aussi cette question-là qui est sur le tapis en ce moment pour l'organisation de mon trail. Ok, ok. Est-ce que ça a du sens de faire venir 1000 personnes sur le GR34, sur un single? Je suis pas sûr. Je suis pas Ouais, sûr. non, mais c'est super intéressant comme réflexion parce que c'est sûr, hein, je pense que c'est là-dessus, tu as totalement raison. Enfin, la difficulté, la rareté amène une forme enfin, ce qui est rare est cher et c'est pas pour rien. Et après, je pense que tu vois, le modèle américain, c'est presque presque ils sont dans l'excès, tu vois, de ce point de vue-là. Presque c'est tellement dur en fait d'avoir un dossard. Au bout d'un moment, presque on peut se décourager, quoi. Je pense qu'il faut réussir peut-être à trouver le juste milieu entre essayer de créer un peu le besoin et essayer de donner envie aux gens par la rareté et en même temps que ça soit pas trop créer trop de frustration non plus, tu vois. Mais c'est vrai que toi là qui organise d'ailleurs, enfin, je vais suivre ça avec attention parce que ça m'intéresse vraiment de voir quelle évolution ça peut prendre. Et en fait, j'ai toujours rêvé aussi de créer un événement. Maintenant, c'est vraiment vraiment pas au programme. Et c'est en fait, je me suis aperçu que c'est une telle charge de travail que je serais certainement pas capable aujourd'hui. Mais je vais suivre ça avec attention et c'est vrai que je pense que ça peut être très attractif ce que tu peux créer et de ce fait-là, il va falloir que tu arrives aussi peut-être à mettre des barrières pour pas que ça devienne un truc qui soit ingérable, quoi. Exactement, ouais. J'ai mis le nez là dans le dossier Natura 2000 hier soir. Et Ok. ben j'ai éteint mon écran. Ouais, ça, j'imagine que en plus vous avez des zones quand même assez protégées, c'est clair sur la côte là, donc ce sera pas Ah évident. Toi, bah, t'es basé où exactement en Bretagne? c'est quasiment tout le parcours qui est en Natura Ah 2000. ouais, ok, Je suis à Quimper, ok, mais j'ai vécu pendant 20 ans en presqu'île de Crozon. d'accord, Et c'est là ok, aura lieu magnifique, le Grand Raid du Finistère, comme je l'ai appelé. ok, magnifique. Et ça, donc la première édition aura lieu cette année? Alors l'édition 0 bis, je l'ai appelé comme ça parce que ce sera un mix entre un off qui a eu lieu en 2020 déjà. Oui, j'avais vu, t'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Exact, Tout à exact. fait. Et du coup, là, je le fais en 0 bis. Ce sera un peu plus organisé avec un chronométrage, mais elle sera pas inscrite au calendrier officiel D'accord. des courses. Mais par contre, j'ai envie de recevoir les heureux élus comme s'ils étaient sur un vrai événement, donc Ok, avec la totale, mais adaptée à la course avec certaines spécificités comme pas de balisage. ok, Les ravitaillements, c'est chaque personne amène son propre ravitaillement et puis nous on l'achemine à divers endroits d'accord. pour éviter tous ces sujets du gaspillage. Et est-ce que Euh, c'est pas aussi une manière pour toi de montrer patte blanche entre guillemets avec toutes les collectivités locales avec qui tu pourras peut-être travailler dans le futur en montrant regardez c'est possible aussi de faire des choses, de les faire bien sans que ça dégrade le territoire, etc. Ça joue évidemment. Évidemment, ça rentre en ligne de compte aussi parce que une collectivité, elle entend ton événement, elle entend, elle dit bah oui, ça peut être très cool. Par contre, eux, ils sont obligés de réfléchir global et Ouais, puis ils voient en fait l'impact annuel que ça a, la multiplicité des événements. En fait, ils voient. tout Et à ça, fait. c'est Ouais. quelque chose dont j'ai pris conscience que en organisant. En fait, on pense pas forcément à ces sujets-là quand on est juste participant. Mais les collectivités, elles sont obligées de répondre, à tous les organisateurs, quoi. Bien sûr, ouais, bien Et sûr. puis au fur et à mesure, ça fait du monde. Ouais, clairement, clairement. Et puis, ouais, forcément, ça a un impact aussi. Puis, ça, c'est sûr qu'à la fin, c'est important d'avoir aussi des gens pour avoir cette vision globale qui est pas. Nous, forcément, on s'intéresse à ce qu'on fait, mais il y a des gens qui voient un petit peu tout ce qui se fait. Et c'est sûr qu'on peut pas multiplier les choses à l'infini non plus, quoi. Exact, exact. Et puis tout ça, c'est dans l'objectif, encore une fois, hein, de garder et de préserver la beauté de notre sentier et de nos sentiers qu'on a en France. Si tout ça est mis en place, c'est pas pour rien. Et c'est des lourdeurs administratives, c'est pénible quand il faut les faire, mais en même temps, on comprend, ça a du sens. Voilà, Ouais, tout à fait. Et tu as une date déjà pour ça? Oui, alors ce sera au mois de septembre, pour l'édition 0 bis, Ok, et puis, la date précise, va peut-être évoluer, mais ce sera 2e week-end de septembre normalement et puis après,
pour l'édition officielle qui aura lieu l'année prochaine, en 2023. Et bien là, donc si vous nous écoutez en 2032, j'espère que le trail existe toujours. Ouais, c'est clair. Et ben là, ce sera aussi pareil au mois de septembre. C'est un mois qui est bien parce qu'en juillet, août, les gens partent. La presqu'île, le Finistère, c'est blindé à ce moment-là. Il y a Ouais. énormément de touristes. Donc là, ça relance aussi un peu le tourisme. Donc ça peut être pas mal de faire ça au mois de septembre. Ok, Pour trop bien. ces raisons-là. Donc voilà. Et ben écoute, tu es le bienvenu pour venir Ouais, découvrir non, mais ça la fait longtemps Bretagne. ça fait longtemps que j'ai de la famille en Bretagne. Ça fait longtemps que je dis que je dois venir courir un peu, découvrir un peu les différents spots bretons. Donc ouais, tu vois, il y a Belle-Île aussi que j'ai très envie de faire, le tour de Belle-Île. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai pas mal, j'ai vraiment envie de faire. Donc ça sera l'occasion pourquoi pas de venir découvrir tout ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Simon, on arrive déjà à un peu plus d'une heure. Est-ce C'est qu'il vrai. y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange? Il y a pas, enfin, rien qui me concerne en particulier. Je vous invite à aller suivre un petit peu ce que je fais sur les réseaux pour avoir plus des infos. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver cette année et je suis assez excité de partager tout ça. Mais je voulais plus rebondir peut-être sur justement toi ce que tu crées, ce que de mon côté je crée, ce que plein d'autres gens créent aussi de leur côté. Je crois qu'on a la chance aujourd'hui, tu vois, on parlait de digital, du fait que c'est important encore de faire des choses en réel parce que le digital ça reste assez éphémère. Mais malgré tout, le digital, je crois qu'on a la chance de vivre à une époque où on peut s'inspirer de énormément de choses qui se font, ce que nous on peut faire, ce que plein d'autres gens peuvent faire. Et ça, je crois que c'est une chance incroyable parce que la source d'inspiration, elle est quasi infinie. C'est un petit message à tous ceux, parce que je reçois aussi, j'imagine comme toi, pas mal de messages de gens qui me demandent un peu comment se lancer, comment faire des choses, etc. Et je crois qu'il y a j'ai compris avec le temps une chose, je suis de nature très perfectionniste et parfois j'avais tendance à vouloir que ce soit trop bien avant de faire. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait peut-être faire avant de vouloir que ce soit parfait parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait des traces et qu'il y ait des choses qui soient faites. Et puis, en fait, vous allez progresser au fur et à mesure et il faut pas avoir peur de se lancer, en fait. Et c'est un message à tous ces gens-là qui me posent ces questions, qui peuvent s'interroger aussi sur ce qu'ils ont envie de faire. Et souvent, c'est des gens très passionnés aussi. Et en fait, j'aurais tendance à leur conseiller de pas trop se poser de questions, de faire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des choses et de toute façon, ça viendra. Si vous êtes passionné, si vous êtes motivé, forcément, ça marchera un jour ou l'autre. Faut être, c'est sûr, c'est pas évident. Faut pas donner l'image du fait que ce soit forcément à la portée de tous, mais voilà, faut essayer. Je pense que ça coûte rien d'essayer. Et si toi, comme moi, aujourd'hui, on en est là aussi, c'est parce que un jour, on s'est lancé et peut-être qu'on n'était pas les meilleurs au moment où on s'est lancé, mais pour autant, on était passionné, on était motivé. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à développer tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une phrase en développement personnel qui est chez les Américains, ils disent fake it until you make it. Ouais, C'est fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. ouais. Et je m'en sers beaucoup, notamment quand tu vois, je suis pas hyper à l'aise dans les rassemblements. Je suis plutôt d'un naturel un peu timide, Ouais, même si bon, tu vois, on se met un peu au devant de la scène, mais ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. tu vois, quand je rentre dans une pièce, je suis pas celui qui va aller checker tout le monde, tu vois. Ouais, non, mais je vois bien. Et ben, je me le suis répété à plusieurs événements, c'est fais semblant d'être à l'aise et puis à bout d'un moment tu le seras. Et cette phrase, elle marche pour pas mal de trucs, donc oui, lancez-vous. Non, clairement, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que c'est surtout que dans la masse, en fait, il y a tellement de choses qui se font. On peut se dire qu'on va être noyé dans la masse, qui est certainement le cas. Mais bon, si on est vraiment convaincu de ce qu'on fait, de toute façon, faut le faire parce que même si ça fonctionne pas, ça aurait été un regret de pas avoir tenté. Donc, je pense qu'il faut se lancer et puis de toute façon essayer quoi. Ça c'est clair. Exact, ne pas avoir de regrets. Tout à Eh fait. ben Ouais, je écoute, pense que c'est la pire chose. merci beaucoup Simon pour ce moment d'échange, c'était très intéressant. Je suis vraiment très content d'avoir enregistré cet épisode avec toi et puis je mettrai les liens dans la description pour envoyer les gens vers tes réseaux et puis on se croise bientôt, peut-être en montagne, peut-être en Avec grand Bretagne. plaisir. Affaire à suivre. T'es le bienvenu à Beaufort en tout cas. C'est cool. Allez, ciao, ciao. Ciao François.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.